Le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui foulent Delbo. Street Diamond qui a foulé Delbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Mac Parot pour vous servir. Nous sommes le samedi 2 mars, si je ne m'abuse, ça passe tellement vite, on dirait qu'on a un temps de printemps. Mais on est encore bien en hiver, hein, donc les gens, couvrez-vous, hein, ne vous faites pas attraper par le petit vent bizarre qui traîne. Et comme tous les samedis, je suis avec ma team Street Diamond. Comment ça va, Sharon? Teddy, il te fait une blague, il allume pas les micros. Teddy, il veut qu'on passe derrière la technique et qu'on lui mette des franc kicks. Comment ça va, Sharon? On la refait. Ça va. Teddy. Teddy, cadez-moi. Je suis navré, Sharon. Je suis navré. Ça va bien. Donc Sharon, ce soir on a pas mal de choses super sympas dont on va parler tout à l'heure dans la rubrique préférée de nos auditeurs, la rubrique S'Express Yourself. On va parler de quoi? Eh bien, on va parler racisme et sexualité. Voilà, on va essayer de comprendre comment le fétichisme racial impacte notre vie amoureuse, sexuelle, et comment on peut l'esquiver. Teaser. On va rebalancer un autre petit teaser pendant l'interview. Dans la technique, il y en a qui se va. La technique, c'est toujours la foire au n'importe quoi. Non, mais c'est un truc de malade. Donc, et je tiens à dire qu'au niveau de la technique, la première personne qui fout le bordel, et elle sait très bien, c'est d'elle dont je vais parler, c'est Cindy. Cindy, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, et tu vois là, non, pour la petite voix calme. Problème, je suis tranquille, je fais rien, j'écoute tout ce qui se dit. Ok. Non, j'avoue, c'est Cindy qui m'a déconcentré tout à l'heure. Par contre, il n'y a pas de solidarité. Hein, dans ce coin. Ah ouais, dès qu'on peut s'en sortir. Ça va, Teddy? Ouais, tranquille, et vous? Eh ben écoute, nous ça va. On est content aujourd'hui parce que encore une fois, on reçoit un invité de qualité. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on doit le recevoir. À chaque fois que je le croise, je dis faut que tu passes sur Street Diamond. Et il est là, il est parmi nous. Jean-Luc Stanislas, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Waouh, applause et tout. Wow. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va bien, merci. Donc nous sur Street Diamond, on est très content de te recevoir déjà parce que je le disais auparavant, ça fait un moment qu'on attend cet instant, n'est-ce pas? Et on a pas mal de choses dont on voudrait parler avec toi. J'imagine que Manu aussi, il y a plein de choses qu'il voudrait dire, n'est-ce pas? Même s'il est en retard, hein, on le balance. Hein, donc toutes les personnes, vous pouvez envoyer ensuite des messages à Manu Dorlis pour lui dire qu'il y a 1 heure pour arriver à la radio. Et qu'après l'heure, c'est pas l'heure. Donc voilà. Donc il n'y a pas des grèves aujourd'hui, il n'y a pas un truc de gilets jaunes. Il n'y a rien du tout est bien. Il y a des gilets jaunes vaguement, mais... Excuse, hein, c'est pas la peine de le trouver. Jean-Luc Stanislas, tu es trop gentil. Trop gentil. Donc, on va t'introduire pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter succinctement. En fait, c'est ta présentation qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Habituellement, c'est Kelly qui fait ça, mais elle n'est pas là et elle fait une version plus longue à chaque fois. Donc, on va en rester à la version courte, n'est-ce pas? Donc, notre invité du soir est le producteur et réalisateur Jean-Luc Stanislas, également connu sous le nom de Slash. C'est grâce à un œil affûté que Slash fait rayonner la Caraïbe à travers ses différents projets. Il a notamment collaboré avec de nombreux artistes tels que Tania Saval, Fokli, Admiralty, Anthony Drew, Dali, Dominique Coco, Miminelzi, Métis ou encore la Horde Noire avec le classique Mila Saka Bye et bien d'autres. Le cinéaste a su se démarquer en proposant des clips d'un esthétisme indéniable qui marque sa singularité. Engagé, Slash a également produit de nombreux courts-métrages, Pookie en 97, Vagabond en 99, Trafic d'infos en 2005 ou encore New Yorkers en 2011. Dont le leitmotiv commun est de transmettre la profonde richesse de la culture caribéenne et son actualité. Donc voilà.
Monsieur Jean-Luc Stanislas, s'il vous plaît, je la refais. Applause, baby. Oh yeah. Merci, Kelly. Donc, pas mal de choses à dire. Merci pour le background applause de Teddy. Pas mal de choses à dire. Une carrière qui a commencé il y a fort longtemps, Jean-Luc. Ouais, c'est vrai. Mais je voulais ajouter, la route est encore longue. Hein. C'est pas parce que le chemin a déjà été fait jusqu'ici, mais la route est encore longue. Mais c'est vrai que j'ai commencé il y a environ une vingtaine d'années. Voilà, ça ne me rajeunit pas. Mais bon, c'est un beau parcours. C'est un beau parcours. En tout cas, ce sont surtout des belles rencontres. Déjà au niveau de la musique avec beaucoup d'artistes, qui aujourd'hui sont des artistes confirmés de la scène, on va dire, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, donc la diaspora caribéenne francophone. Donc c'est déjà ça. Donc super Haïti content, aussi. Voilà, super content d'avoir collaboré avec eux et peut-être d'avoir, j'ai envie de dire, proposé des choses intéressantes dans leur parcours. Et ouais, donc aujourd'hui je suis là pour, je suis déjà en tout cas honoré de l'invitation. Merci. Merci. C'est nous. Et justement, ton premier projet, par quoi tu as commencé? Même qu'est-ce qui t'a fait te lancer? Qu'est-ce qui a fait que ton œil a voulu se poser sur la réalisation? En gros, je pense que ça aurait été la musique ou l'image, sincèrement, parce que je me souviens qu'à l'époque, étant beaucoup plus jeune, le cinéma a toujours fait partie, j'ai envie de dire, de mon univers. Je suis un gars du Rézé, en Guadeloupe, et je me souviens que j'allais au cinéma tous les samedis. Donc il y avait un cinéma qui s'appelait le Airport. Ok. Voilà, donc je me souviens d'avoir vu le premier Spider-Man, qui n'était pas un film d'animation du tout. Je reviens sur un dessin animé où on était assis deux sur un siège qu'avec des enfants de Goldorak. Je me souviens déjà de trucs comme ça. Et puis un peu plus quand j'étais un peu plus âgé, il y a des films qui m'ont marqué. Gandhi, La guerre du feu, La rue Cazenègre, tu vois, dans les années 80. C'est un film que j'ai vu au cinéma près de chez moi. Okay. Et que je pense que, ouais, il y a déjà eu cet univers visuel et musical. Bon, ma mère jouait du piano. Bon, j'ai un petit frère qui s'est lancé mon petit frère s'est lancé dans la musique. Ton petit frère, attends, le mec, il est trop bon. Mon petit frère s'est lancé dans la musique. Ouais, Son frère c'est Monsieur Staniski, c'est-à-dire c'est l'un des plus gros producteurs de la Guadeloupe, de la Caraïbe, même tout simplement. Donc voilà quoi, donc il y a toujours eu cet univers artistique, je pense, en moi. Mère martiniquaise, j'avais un oncle qui était guitariste et en Guadeloupe et en Martinique. Donc peut-être que ça a favorisé ce terrain de rentrer dans le champ des arts. Mais c'est clair qu'après mon bac, il y a eu cette rencontre avec un ami qui était très basé sur tout ce qui était anglophone et américain. Et à ce moment-là, après ma scolarité, voilà, j'ai dû faire des choix après le bac et je me suis orienté vers le cinéma. Et ça, c'est l'époque où on a une sorte de renaissance au niveau du cinéma noir américain, avec des gens comme Mario Van Peebles. Spike Lee avait déjà fait un premier travail. T'as John Singleton qui arrive, un peu avant les frères, les Hughes Brothers, qui ont fait le film Menace to Society, leur premier film. Donc voilà quoi, à ce moment-là, je me suis dit, voilà quoi, c'est qu'est-ce qui t'intéresse? C'est pas les maths en tout cas, parce que bon, j'ai eu un cursus scientifique. Et je me suis dit, voilà, ça va être l'art et ça va être le cinéma. Et je me suis lancé. Et dans tes débuts, finalement, comme beaucoup de jeunes de la Caraïbe, c'est, même si tu as cité rue Cazenègre, c'est beaucoup les States qui t'ont influencé. Alors on va dire, si je reviens un peu avant, c'est vrai que j'ai oublié de l'énoncer. Et je suis un peu un Kunta Kinte, parce que la série Racine, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué, tu vois, quand j'étais plus jeune. Donc là, je reviens un peu dans les années 80, où il y a Kassav qui commence à faire un gros travail avec la musique Saint-Jean, tu vois, quand ils font le morceau Love and Cadence, Yo Tivelo. Et puis, je me souviens de Racine, avec, tu vois, mon nom, c'est pas Toby, mon nom, c'est Kunta Kinte. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et puis, il y avait aussi une série asiatique qui s'appelait Les Chevaliers des Mille et une Nuits. Donc, il y a toujours eu ça, en tout cas... dans mon, tu vois, ça m'a toujours marqué quoi. Mais ouais, l'image, je pense que
Les Amériques sont arrivés après. Tu vois, bon, c'est vrai que comme tous les jeunes, j'ai essayé de tourner sur la tête, de faire du break. Tu vois, quand le mouvement hip-hop est arrivé, c'est clair. Tu vois, c'est pas un truc qui nous a laissé insensibles. Ouais, c'est sûr. Mais c'est arrivé un peu plus tard, j'ai envie de dire. Il y avait déjà, je pense, ce côté avec Racine, je veux dire, il y a des gens qui te ressemblent à la télévision. Tu vois, et ça c'était avant la rue Cazenec. Tu vois, c'est quelque chose où tu te dis, tu connais pas l'histoire de ton pays. Et ça te ramène dans des trucs où tu te dis, plus jeune, je connaissais pas, mais ça marque. Ton entrée dans le cinéma, finalement, par quoi ça a commencé? Les clips qui te font rentrer dans le monde du cinéma, c'est comment, d'où démarre ta vision? J'ai envie de dire que le cinéma, je fais une école de cinéma. Donc déjà, j'adore la musique. Donc pour moi, les clips, ça arrive après, mais je fais d'abord une école de cinéma. Je fais un film de fin d'études qui s'appelle Nouveau Racine. Voilà, après mes 3 ans d'études, je reviens au pays, je tourne des courts-métrages, dont le premier c'est Pookie. Et puis comme Staniski fait déjà de la musique avec des comparses, donc je réalise mon premier vidéoclip pour eux, qui s'appelle, alors c'est Suspect Jane Friends, et ça s'appelle Jalousie Mauvais. Et là donc je sors de l'école. J'ai appris en théorie à faire des films, du cinéma. Et donc je réalise ce court-métrage, clip quoi. Parce qu'en gros, je me souviens quand je propose l'histoire, les mecs ils me disent pourquoi tu fais pas un playback du début à la fin, alors que j'avais écrit le truc, tu commences à chanter là, tu arrêtes de chanter là, après on change de scène, tu changes de t-shirt. Mais ils me disent non mais c'est pas comme ça quoi, il faut... Et ça débute là, en tout cas. Déjà avec Pookie en 97, et puis la même époque, Jalousie Mauvais arrive, c'est vers la même année quoi. Donc pour moi les deux, et il faut dire qu'à l'époque en Guadeloupe, la scène musicale était quand même assez importante, et donc la production de vidéoclips était aussi une façon de mettre en avant en tout cas l'image de notre image, parce que la musique elle a un gros pouvoir chez nous, et donc c'était une façon aussi de produire au pays. C'est ça. Et c'est ce qui est intéressant aussi parce que finalement, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu absolument retourner au pays pour produire? Qu'est-ce qui a fait que t'es pas resté plus longtemps en France? Alors je t'avoue que j'aurais pu, parce que j'ai quand même rencontré des gens très intéressants au départ, quoi, après ma scolarité. Après ma scolarité, alors j'ai commencé à bosser avec, juste après, j'ai commencé à bosser avec un metteur en scène qui s'appelle Patrick Cheval, donc qui faisait du théâtre, et qui m'a lui en tout cas initié un peu à un univers un peu merveilleux, j'ai envie de dire, des choses, puisque j'ai travaillé sur une pièce de théâtre qui s'appelait Bouquet de nature, Le pain des damnés. Donc c'était un peu une femme qui était une femme qui a pris un cyclone, donc qui parlait un peu de la tourmente qu'elle avait quoi, parce que le cyclone avait un peu pris toute sa vie, et donc j'ai travaillé un peu avec lui, et puis j'ai rencontré Jean-Claude Barny à l'époque, où il était produit par Mathieu Kassovitz. Donc c'est clair qu'à mes débuts, voilà quoi, je suis rentré dans une scène, on va dire, francophone, caribéenne, j'ai envie de dire, mais bon, plus antillaise, même si j'aime pas trop ce terme antillais, personnellement. Où Barny, en tout cas, avec son association Connu Méconnu, essayait de produire des choses, tu vois, et soutenu par Mathieu Kassovitz. Donc il y avait vraiment des trucs qui se mettaient en place. C'est le début aussi du mouvement hip-hop, on va dire, avec Secteur A. C'est là où les choses prennent forme, quoi. Les années 90, tu te rends compte que c'est un peu là où il y a l'âge d'or, en tout cas, du rap français, du dancehall français, du reggae français, tu vois, les trucs commencent à prendre corps. Et je pense que par rapport à mes préoccupations, je ne trouverais pas en tout cas d'issue à l'époque. Je me suis dit je ne peux pas rester, mes problématiques ne sont pas celles qu'il y a ici, et j'ai des choses à apprendre, j'ai une quête différente, donc j'ai décidé de rentrer au pays. Donc j'ai commencé à bosser avec Barny, donc c'est là que j'ai rencontré les Nègres Marrons d'abord, et puis après j'ai dit bon voilà quoi, je rentre. Mais je rentre au bon moment. Parce que je rentre à une époque où il y a un gros festival en Guadeloupe qui s'appelle Noir tout couleur. Et c'est un festival de cinéma qui met en avant en tout cas
la diaspora, on va dire, africaine, quoi. Donc Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes, Amérique du Nord. Et là, je situe un peu, j'ai envie de dire, mon travail entre continent africain, cinéma d'auteur français, Caraïbes, industrie américaine, tu vois. Et tu commences à te poser des questions et te dire, bon voilà, je suis là, dans cette zone Caraïbe, en Guadeloupe, au milieu un peu de tout. Et même s'il n'y avait rien comme institution au départ qui avait structuré les choses, on a commencé à ce moment-là. Et les clips ont fait partie, en tout cas, de l'évolution de mon travail. Ok, donc ensuite, bien sûr, voilà, il y a l'arrivée en Guadeloupe, forcément. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que ton travail est vraiment porté tout simplement sur nos îles, tout simplement, très porté en tout cas. Et justement, dans cette époque, quand tu rentres, mine de rien, il y a un clip qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le clip de la Horde Noire, Mila Sakaba, qui est l'un des premiers clips hip-hop. Je sais pas si c'est, enfin aux Antilles, je sais pas si c'est le premier, parce que je me rappelle plus de quand date le clip de Nek Kipa qui a fait la fête. En Martinique. Ouais, c'est un peu la même époque, je pense. Hein. Ouais. Les Nek Kipa, ouais, je crois que c'est la même époque. En gros, je sais pas si le clip de la Horde Noire est le premier clip de hip-hop en Guadeloupe. Il y a un ami Exos qui me disait qu'il y en avait un avant. Mais je sais qu'au même moment, il y avait les Trio Bad, un groupe qui s'appelait Trio Bad. Donnez-moi du rhum pour l'arroser. Donc tu vois, il y avait déjà tu vois, un travail de fait. Il y avait les frères en tout cas de carénage qui avaient commencé à faire un travail. Donc je suis arrivé à un moment donné où je ne te mentirai pas. L'écurie ou bien Rico Deps, lui est rentré dans le monde de la production des cultures urbaines en Guadeloupe. Je suis arrivé à ce moment-là. Et là, bon voilà quoi. Je crois que ça a été par rapport à Barney. Parce que Barney venait de tourner, je pense... est-ce que c'était ça le clip de Gynéco avec... Ah ouais... Neissi. Ouais, Neissi, ouais, c'est ça. Tu vois ? Je crois que c'est le même moment où bien, tu vois, il est venu présenter à Noir tout couleur des courts-métrages. J'avais déjà fait Pookie en 97. Donc, en gros, c'est là qu'on s'est connectés. Et puis, je crois que la Horde Noire qui arrive en 99, je crois, ou 98, je pense, c'est Jean-Claude qui me présente à Dali et Rico Deps. Et puis, je fais le premier clip commercial. On peut dire, de hip-hop créole. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure, parce que tu avais l'habitude avec Jean-Claude Barney, avec le secteur, etc. Mais là, du coup, ce qui est bien, c'est que tu connais cette culture, tu as grandi, tu as vu évoluer cette culture, tu arrives sur ton île, tu as les codes de ton île, tu as tous ces jeunes qui sont entre Amérique, mais aussi Antilles, et qui arrive à recracher un truc, et là du coup, en plus c'est des jeunes de la Horde Noire, c'est beaucoup de personnalités différentes et des personnalités très fortes. Ouais, c'est vrai. Donc comment t'arrives sur le tournage, comment ça se passe la mise en place de ce tournage? Alors quand même paradoxalement, c'est quand même une génération un peu plus jeune que moi. C'est la génération de Staniski. Donc je ne dis pas qu'il y a déjà un conflit de génération, mais pour faire passer des idées, c'était déjà un peu plus compliqué. Parce que bon, il a fallu que je sois narrateur et que je découvre des choses, quoi. Parce que c'est mon univers, parce que le hip-hop fait partie de moi. Mais cette génération, voilà quoi. Je suis pas un mec qui au départ aurait eu envie de filmer des sauces. C'est-à-dire des ambiances festives, tu vois. Même si aujourd'hui, avec l'expérience, je pense que je peux le faire beaucoup mieux. Ouais, okay. Mais à l'époque, à l'époque, c'est le mouvement même. C'est-à-dire que le mouvement naissait, donc les gens, ça faisait partie d'eux. Donc ce qui se retranscrit dans le clip, c'est vraiment... voilà quoi. Les gens étaient contents d'être là, de se réunir. Il y avait la naissance d'un mouvement. Et moi, la caméra a juste été posée et... Je ne dirais pas que j'ai pas fait un travail, mais c'est vraiment un travail collectif. D'accord. Parce que Dali avait des idées bien précises. Tu vois, les mecs qui se sont dit, voilà, on arrive, c'est là Sakabaï,
Et je crois que c'est Tismé qui avait trouvé le terme mouvement là Mila Chakabaye. Et c'était les vacances. Donc en gros, c'est les vacances, les gens sont toujours plus, se lâchent plus. Donc voilà quoi, c'est-à-dire qu'il y avait une combinaison de choses qui faisait que le clip a été ce qu'il est. Vraiment positif, avec une bonne énergie. En plus, tous les mecs du mouvement hip-hop étaient là, en gros, parce que quand tu regardes, différents crews étaient là. Et ouais, moi j'ai juste profité de... C'est comme si je suis arrivé au moment où il fallait pour donner ce que j'avais à donner, pour mettre en valeur les choses. Et justement, il y a un truc, c'est marrant en plus, tu vois, parce que tu vois tous les mecs de l'époque, même Tismé, tu le vois en mode débile. Maintenant, aujourd'hui, tu vois Tismé, il est en mode scientifique, tu vois. Et c'est marrant de voir tout ça, toutes ces évolutions. Et il y a un truc que j'ai trouvé super sympa dans ce clip. Il y en a plusieurs que je trouvais super sympa parce que tu as réussi à prendre plusieurs. Tu sens que la caméra aussi elle fouine, elle va chercher des moments et il y a des vrais moments de vie. Tu sens que il y a de la vie dans cet endroit et que c'est pas les gens ils jouent pas. Tu vois, il y a des couples, il y a des trucs et tu as réussi à saisir ces instants-là. Mais il y a un truc qui est super sympa, c'est un mouvement de caméra où les personnes sont en face où le rappeur est en face de la caméra en hauteur et qui suit comme ça. Alors ça, c'est des influences, hein. Je vais pas mentir. Quand tu parles de caméra qui a su capter les choses, pour moi, c'est un travail de collaboration. Je travaillais pas tout seul. Et celui qui a filmé, il s'appelle Kali Sarkis. C'est un grand frère avec qui j'ai beaucoup travaillé. Le premier clip que j'ai fait qui s'appelait Jalousie Mauvais, c'était aussi avec lui. Donc, je te mentirai pas, je suis réalisateur, mais c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu Khalil, peut-être que le clip n'aurait pas été comme ça. Il n'y aurait pas eu aussi le monteur qui s'appelle Pascal Garel, tu vois, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Ouais. Il faut remettre les choses tu vois, dans leur contexte. Le cinéma, parce que c'est ce que j'ai appris à la base, c'est un art collectif. Donc on ne fait jamais rien tout seul. Et c'est vrai que par rapport à ce mouvement de caméra, c'est un peu du Spike Lee, on va dire, parce que Spike Lee avait cette dimension où il mettait les comédiens sur un travelling et il bougeait. Et je me suis dit, comment faire ça différemment. Et donc on a essayé avec la grue, parce que c'est une grue. Donc on a mis les mecs sur une grue. Et je me souviens Jean Castellotti, qui était le machiniste, quand on lui a dit comment on fait ça, parce qu'à l'époque c'est du bricolage. Aujourd'hui, il y aurait eu des moyens techniques où, j'ai envie de dire, le cadreur aurait été sur la grue avec les comédiens, les acteurs. Là, finalement, on a trouvé une astuce pour créer ce truc-là, parce que je me suis dit, ouais. Et puis, voilà. Et puis c'est aussi le fait d'avoir des gens plus expérimentés. Et puis, étant plus jeune, avoir une folie, eux, ils te disent c'est pas possible. J'ai dit, ouais, c'est possible. Donc, comment on fait? Et puis, j'ai réessayé ça des années après, encore mieux, puisque je l'ai fait avec des caméras plus petites. Et puis, quand tu regardes, par exemple, le clip de Star G Exos BF Man, il y a le même effet, mais là, la caméra, elle bouge, et il y a, tu vois, c'est comme si c'est un scratch. Donc, il y a des trucs que j'ai fait encore mieux, parce qu'il y avait plus d'expérience. Mais c'est clair que, ouais, ce mouvement-là, c'est un truc... je dirais pas que le père c'est Spike Lee, mais tu vois, c'est-à-dire le fait d'avoir aussi comme modèle un mec comme Spike Lee, tu te dis bon voilà quoi, comment faire comme lui, voire mieux. Et là ce coup-ci, on a essayé de faire quelque chose avec la grue qui monte, qui descend et puis. Ah, c'est lourd, mais c'est ça aussi, c'est ce qui est bien de pouvoir avoir des influences comme ça, et je trouve que c'est ce qui est génial. Et justement, moi, ce qui est sympa dans ton parcours, et on va faire, c'est la petite portion clip de l'interview. Ce qui est sympa dans ton parcours, c'est que tu arrives au bon moment quand tu commences à tourner ces clips-là et que finalement tu te retrouves dans toute cette période avec ces crews pas forcément émergents, pas forcément tous jeunes, mais plus jeunes dans l'image en tout cas. Et donc finalement tu te retrouves avec plein de clips issus de classiques de la musique urbaine des Antilles. Donc tes clips sont aussi des classiques parce que c'est des codes en fait qu'il n'y avait pas à l'échelle des Antilles. Et il y a ce clip bien sûr, pareil, Fokli, Boss 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 aussi. Yes. Donc encore un clip classique pour un morceau classique. Et encore un autre délire mais en fait t'es le monsieur classique quoi. Mais j'aimerais bien être monsieur classique. Après pour être monsieur classique, il faudrait que je continue à faire des classiques. Donc j'attends aussi des morceaux classiques avec des artistes classiques.
Parce qu'en gros, tu vois, c'est la combinaison. Focli, c'est bon, qu'on appelle maintenant Monsieur GG, tu vois, Monsieur GG. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup par rapport à son parcours et surtout par rapport à sa qualité au niveau des lyrics. Tu vois, c'est un mec qui a une écriture très particulière et qui a une personnalité qui est la sienne, tu vois, mais qui a un talent d'écriture indéniable. Et là, quand je le rencontre, en tout cas déjà le succès de Mila Sakabai, parce que je me souviens où Rico, qui quand on finit le montage du clip, me dit « Viens avec moi chez mes parents ». Parce que je veux qu'il voit le travail, tu vois, parce que le mec, quand même, son père, c'est quand même monsieur Henri Debs. En plus, il n'était pas convaincu au départ, Henri Debs, par le hip-hop. Tu vois, bon, Rico a pris ça à bras le corps, donc après, il faut prouver, je pense, à tes parents que, voilà, quoi, tu as la trempe pour pouvoir, en tout cas, gérer cette industrie, cette entreprise. Et quand, je me souviens, où on diffuse le clip devant les parents, parce que bon, c'est la première fois que j'arrive chez lui devant tous les parents de la famille, et il y a sa mère qui dit un truc bien précis, et je me dis waouh, tu vois, donc il était content, il avait frappé avec ça, et donc je dis pas que c'était naturel de rebosser avec lui sur le clip de Focli, mais en tout cas c'était un autre challenge, parce que Focli c'est une autre dynamique, une autre énergie, donc il fallait comprendre aussi l'univers dans lequel il baignait, tu vois. Parce que je suis pas forcément boss, BC Kilotard pour voir la boss, tu vois, c'est son écriture. Ouais. Mais il fallait en tout cas trouver un moyen de pas choquer, mais de garder en tout cas, tu vois, ce qu'il avait, c'est important. Et je pense que bon, on a réussi à le faire, parce que j'ai rebossé avec lui après. Donc, mais c'est surtout l'échange et le partage qui est important, quoi. Surtout de comprendre la personne qui est en face, que c'est un travail de collaboration. Tu vois, c'est ce coup-ci sur Boss, c'est Danoko, qui est un super steadicammer, qui est aussi un ami de Kali Sarkis, qui travaille avec nous. Et ça, c'est pas être béni, mais avoir un mec comme Danoko qui vient et qui fait du stead sur ça, c'est aussi un langage particulier. Parce qu'il y a des trucs qu'il a fait, tu te dis, waouh, le mec, il est là avec son steadicam. Et puis, non, c'est un beau parcours, mais c'est aussi beaucoup des partages, en tout cas, très intéressants et très enrichissants, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est ce dont on se rend compte aussi dans ce parcours. Et moi, c'est un truc de fou parce que dans tous ces clips, il y a GGDN forcément, qui est un gros classique. Et il y a nombre de clips, hein, mais il y a aussi le clip Chien en moins. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'on en parlera avec Focli. Donc, je vous le dis déjà, si vous connaissez l'émission, si vous connaissez pas. Mais en tout cas, on va recevoir Focli bientôt. Donc, restez bien connectés. Et le truc, c'est quoi? C'est que Focli fait un son sur un chien. Et du coup, comme quoi le mec, en fait, la personne en qui il a le plus confiance, c'est son chien, quoi. Et donc toi, qu'on vient de voir avec un morceau comme ça, qu'est-ce que tu te dis, Jean-Luc? Tu sais, alors on va sauter des chapitres, hein, parce que pour arriver à Chien en moins, tu vois, il y a eu quand même des choses très intéressantes qui se sont passées. Parce que GGDN, j'avais pas envie de le faire. Tu vois, j'avais vraiment envie de faire... Parce que GGDN, c'était en mode boîte, etc. Ouais, mais j'avais envie de faire un Nimar. Parce que quand un Nimar est sorti, au moment donné où il est sorti, j'avais de l'expérience, tu vois, avec d'autres clips faits. Et là, je savais que j'allais faire un truc lourd et dur. Surtout qu'entre la combinaison entre le cinéma et en tout cas les vidéoclips, j'avais assez de maturité pour proposer quelque chose. Mais la production a voulu lancer GGDN. GGDN, c'est fait. Donc quand ils reviennent avec Chien en moins, qui est quelque chose quand même d'assez profond, je dis je peux pas soutenir le texte que comme ça. Il faut trouver des astuces, il faut trouver en tout cas une magie ou une façon de mettre en image son texte, quoi. Parce que c'est un texte assez sombre, mais c'est aussi une réalité. Parce que dans sa réalité, s'il sort un texte comme ça, ça veut dire qu'il a vécu des choses qui peut-être l'emmènent à dire ça. Et tu sais, on est assez spirituel chez nous, ce qui est bien, et par rapport à notre éducation. Et souvent, on fait des choses, mais c'est pas nous qui faisons les choses, c'est parce qu'on est manipulé. Donc c'est l'idée que j'ai eue, tu vois, c'est d'avoir ce personnage qui est un peu le diable, qui manipule les choses, tu vois, de là où il est. Et voilà, quoi. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai eu un prix SACEM pour ce clip-là. Puisqu'il y a eu des... Par rapport à la SACEM, il y avait des prix SACEM. Ouais. Et c'est mon premier prix SACEM par rapport à mon travail au niveau des vidéoclips.
Et ouais, Rico était très content, même si le morceau était sombre, mais je pense que la qualité du travail elle est indéniable. Ouais. Et c'est ça le challenge, c'est de réussir à, en tout cas, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'un artiste et de le mettre en image, quoi. Mais moi je trouve que c'est très très fort parce qu'il y a aussi ce qui est bien de travailler avec des réalisateurs comme toi qui sont qui ont subi diverses influences et qui sont très ouverts. C'est que du coup retransmettre la vision de l'artiste, parce que c'est ce qui est dur pour un réalisateur finalement, c'est que déjà c'est pas le mec, le réalisateur vient pas et comme ça ouais j'ai mon idée, il y a un socle, le socle c'est la musique et le texte. Donc du coup tu es toujours dans une adaptation, une proposition, et le truc c'est quoi, c'est que l'artiste lui-même des fois quand il écrit son son, il a déjà des idées. Et donc du coup des fois c'est des visions qui se bousculent. Et c'est là la difficulté. Il faut, tu sais, c'est le partage. Le fait d'avoir déjà travaillé avec lui, je connaissais déjà un peu son état d'esprit. Quand il arrive avec Chien en Moins, lui, il me dit qu'il veut tourner dans la décharge. Déjà, c'est clair. Direct. Il me dit la décharge. J'ai dit, waouh, tourner dans la décharge, ça veut dire qu'on est dans la déchéance humaine, tu vois. Et tu te dis, voilà, comment tu vas mettre ça en scène, quoi. Parce qu'il faut faire aussi attention aux images qu'on montre. Ouais. Mais faut aussi mais c'est important aussi de parler de la réalité. Maintenant, peut-être que je serai un peu plus virulent et que je montrerai les choses de façon plus crue, mais je serai aussi peut-être dans des alternatives, parce que tout n'est pas tout noir, tout blanc, tu vois. Dans nos vies en général, tu vas te dire, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, il y a toujours des hauts et des bas. Et donc je pense que l'équipe de Chien en Moins, c'était aussi ça, quoi. C'était de montrer qu'il y a des galères dans la vie. Mais au final, la dernière image, tu vois, parce que c'est Tardier qui joue le rôle, et c'est mon fils qui joue le rôle aussi, où tu vois le père et l'enfant qui se tiennent la main et puis qui montent les marches. Ouais. Donc tu te dis, voilà quoi, il y a toujours de l'espoir, quoi. Donc voilà, c'est ce qui a été, en tout cas, ça a été mon idée pour pouvoir me proposer, en tout cas, j'ai envie de dire une histoire et puis une esthétique pour la réalisation de ce clip de Chien en Moins de Folk Lee. Et il y a toujours, il y a aussi ce classique, hein, n'est-ce pas, avec Tiwoni et Typical Fefe. On s'en est toujours pas remis de leur premier album là. On a reçu Tiwoni qui a mis le feu dans le building. Okay. Et tu as participé en fait à cette folie engendrée par ces deux messieurs, n'est-ce pas? À un moment donné précis de l'histoire de Tiwoni aussi. Grave. Il nous en a parlé par aussi. Par rapport à Machete va craquer, tout ça. Ouais, c'est vrai, non rien. En tout cas, c'est des parcours intéressants, à des moments intéressants. Il faut savoir aussi que les clips ont été faits à des moments donnés. Donc c'est important, tu vois, quand on parle des fois, ou bien quand on diffuse l'information sur des choses, qu'on soit dans des contextes. Oui. Parce que ça, on est dans les années 2000, c'est le début des années 2000 et tout ça. Tu vois, je crois que Folk Lee, c'est 2005, il me semble. Et le clip de Tiwoni fait Une pensée. Voilà quoi, je connais Tiwoni bien. Puisque sa sœur c'est la filleule de mon père, tu vois, donc le beau-père de Tiwoni, mon père, son ami frère, donc je connais ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Et je fais le clip et je me dis bon, la croix, l'asile, tu vois, tu te dis il y a des choses autour de nous des fois qui essaient de nous détruire, parce que c'est ce que j'ai voulu montrer, quoi. Et je sais pas si ce clip-là a été apprécié, parce que je sais qu'il y avait des couleurs très contrastées, du rouge, du vert, tu vois, tu vois deux mecs de dancehall qui sont en camisole de force. Donc je sais pas si les gens ont vraiment suivi, mais en tout cas moi je suis super content d'avoir bossé avec eux, sincèrement. Et ça a été en tout cas ma vision de l'époque, c'est le ressenti que j'ai eu à l'époque. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'énergie qui sort de ça. Fefe c'est un mec extraordinaire, Tiwoni ce sont vraiment des frères extraordinaires qui ont une énergie monstres, qui ont beaucoup de choses à véhiculer, et en tout cas je suis content d'avoir bossé avec eux sur ça, quoi. Pour moi c'est un plaisir. Et c'est clair qu'aussi en plus je sais que Tiwoni il a traversé plein de phases. Il y a les phases, il en a parlé dans l'émission, où il était plus down, et lui-même a dit que bien sûr il y a la prière, il y a la famille, les amis qui ont pu le relever, l'aider à cette époque-là. Il a cité aussi Exos qui était présent, il a cité Kolchabi, et il a cité aussi la musique qui l'a aidé à cette période-là. Donc force à Tiwoni, parce qu'on a vu, voilà, il est la preuve vivante qui s'en est sorti, il est à la pêche, il est toujours là, et ça fait vachement plaisir. Et c'est pour ça que
quand tu redonnes tout ce contexte, c'est super important d'avoir ce contexte derrière tout ça. Et je trouve que c'est ce qui est super important et de pouvoir jouer là-dessus. Et c'est ce qui est aussi important dans tout ça, c'est l'histoire de notre musique qui est importante. Et d'avoir différents acteurs qui peuvent venir s'exprimer sur l'histoire de notre musique. Voilà, avoir ce contenu-là, ça n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc voilà. Et il y a aussi, il y a BF Man, hein, le bien connu, hein, que les gens réclament sans cesse de Star J et Exhaust, n'est-ce pas ? Donc ça, là, c'est particulier parce que c'est en plus des artistes avec lesquels tu es encore super proche aujourd'hui. C'est la famille, quoi. Alors j'ai envie de dire que Star J et Exhaust, pour moi, c'est une continuité d'un mouvement dans lequel j'ai fait partie au départ. Parce que quand je suis arrivé chez moi en Guadeloupe, après ma scolarité, vers les années fin 90, tu vois, on a créé des mouvements spécifiques pour faire du cinéma. Et quand j'ai vu Star J, Exhaust, TX, Tatilo, tu vois, rentrer, j'ai eu l'impression que c'était moi des années avant. Ok. Donc en gros, quand j'ai vu l'énergie folle, je me suis dit putain, c'est des petits frères quoi. Donc ils m'ont approché parce qu'ils avaient déjà vu le travail qui avait été fait. Et puis comme Exhaust avait travaillé sur l'album de La Horde Noire aussi, donc la connexion s'est faite tout de suite. Bon, c'est Bouga dis-moi qu'on peut, là nous rentrer au pays, il faut nous check slash. Donc ça s'est fait de façon toute naturelle. Et quand on pose BF Man, ça ne peut être que quelque chose de fou. Ouais. Parce que quand des fous rencontrent des fous, ça ne peut faire que des choses folles. Et c'est clair que c'est dément, c'est extraordinaire en tout cas. Mais ce sont ces énergies-là qu'il faut qu'on retrouve, tu vois, la rencontre et le partage. Donc ça a été le moment où on s'est rencontrés, c'est fusion, alchimie, on pose des choses, mais surtout les clips. Tu vois, avec tout le monde, c'est la première rencontre qui est importante. Si tu es qui, tu veux quoi, on fait quoi. Et puis, là, c'est comme la musique. La musique, c'est, voilà, on fait gnan, 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 et puis de gnan, 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 tu fais un beat, et puis ça devient un truc où on n'aurait jamais imaginé que c'est un succès. Parce que c'est la rencontre, c'est ce moment-là qui est important, quoi. Et avec eux, en tout cas, c'est ça. Surtout, l'improvisation qui vient de se passer là. Ouais, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'on tourne, on se dit, bon voilà, vous allez tenir la caméra les mecs, et puis il y a une goutte d'eau. Et la goutte d'eau arrive sur l'écran, et le mec il dit, attends, excusez-moi, non. Donc je peux pas ne pas mettre ça dans le clip. Parce que c'est un truc live et direct, donc automatiquement, c'est ça l'esprit hip-hop aussi, quoi. C'est l'esprit positif, et puis voilà. Ok. Il y a un morceau classique d'un album classique de l'un des artistes. Là, c'est un général, c'est le général de la Guadeloupe. Wow. Admiralty. Ok. Tu as eu grâce à ton travail et à toutes ces sollicitations, l'honneur de tourner le clip Rêve en moi d'Admiralty. C'est un morceau merveilleux. Oui, c'est vrai. Pour un album classique et superbe aussi. Ça, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler tout simplement de ce clip? Tu sais, c'est la même époque. Hein. C'est la musique, en tout cas urbaine, qui s'affirme quoi, à ce moment-là. Tu vois, et Admiral, c'est un talent monstre. C'est une énergie extraordinaire. Et je dis pas que c'était un passage obligé, mais depuis un moment, depuis qu'il était avec ASS, il y avait déjà des tractations plus ou moins pour que je travaille avec eux. Ça s'était jamais fait. Okay. Et quand là, en tout cas, il y avait Teddy, Isma Mirin, Brother Jimmy, derrière Amiral, ils me disent voilà, on veut le best pour the best. Et il paraît que je faisais partie de the best à ce moment-là. Donc moi j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et quand ça se fait, ça donne ça. Je crois que l'influence aussi d'avoir travaillé sur le film Nègre Marron, puisque c'est au moment où Jean-Claude, en tout cas, réalise son premier long métrage qui est Nègre Marron, tu vois, avec Dali et Admiral en tant que personnages principaux. Donc le fait d'avoir été aussi dans cette dynamique, donc Admiral c'est quelqu'un que j'ai fréquenté aussi pas mal à ce moment-là avec Dali. Donc quand on pose Rêve en Brun, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup plus d'expérience. Et puis ma vision, c'est aussi de dire à cette époque-là, comment faire du dancehall une musique où les grands, les moins grands et les plus jeunes adhèrent. Parce que la façon dont on a posé le clip,
quand mon oncle me dit qu'il connaît rien au dancehall, me dit j'ai beaucoup aimé quand Admiral se baisse, il prend le porte-monnaie de la grand-mère et puis lui donne, j'ai dit ok, le travail il est fait. Ça veut dire qu'au niveau visuel, quand les aînés qui souvent ne comprennent pas la musique des jeunes, via le clip adhèrent à la musique d'Admiralty, je dis ok, le truc il est passé. Quand on a le moulin, quand on a la charrette à bœufs, que ça c'est des choses qu'on, tu vois, c'est aussi le travail que je fais en même temps en Guadeloupe, hein, en dehors des vidéoclips, c'est de comprendre un peu l'espace dans lequel j'évolue, tu vois. Donc quand on propose ça, ben c'est comme si c'est une esthétique qu'on met en place, quoi. L'importance de l'iconographie dans tout ça. Voilà, tu vois, c'est parce qu'au départ c'est une vision de cinéaste. Et le clip, c'est un genre spécifique dans le monde du cinéma, tu vois, c'est l'audiovisuel, mais c'est un genre spécifique. Donc pour moi, je le traite comme ça aussi. Et c'est vrai que je fais plus de clips aujourd'hui comme j'en faisais avant, mais comme il y avait aussi de l'argent, tu vois, on va pas mentir, c'était une industrie. Amiral, après ça, tu vois, il fait un Zénith ou un Bercy devant Shane Paul, et sa carrière est lancée. Mais je sais que bon, il y a des enjeux derrière. Quand les mecs viennent me voir, il y a des enjeux. Que c'est quand même le boss, et j'ai envie de dire Don Miguel de Martinique, qui est derrière. Donc tu vois, les mecs, ils mettent une machine en place. Donc il faut répondre. Donc quand tu donnes les moyens aussi de mettre des choses en place, ben automatiquement, voilà quoi. Tu sais qu'il y a des exigences. Tu sais que l'artiste, en tout cas lui, il est qui il est, il veut des choses. Donc on travaille en collaboration et c'est ce qui est important. C'est déjà de s'entendre avant, de poser les choses au départ, tu vois. On fait rien comme ça. On pose, on réfléchit, on écrit, et puis quand une fois que c'est validé, ben on y va, quoi. Et Rêve en moi devient encore un classique. Hein. Et le rêve devient une réalité. Et en image, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h, sur Radio RGB. On a la chance d'être avec le réalisateur Jean-Luc Stanislas. Et je vous rappelle que tout à l'heure, dans la rubrique S'Express Yourself, on va parler de quoi dans la rubrique S'Express Yourself tout à l'heure, Sharon? On va parler de fétichisme racial dans la sexualité. Voilà. C'est quoi le fétichisme racial? Oh, c'est un gros mot comme ça, mais en fait, c'est surtout lorsque des personnes non blanches, racisées, sont confrontées à des stéréotypes racistes venant de personnes blanches, très souvent. Et on va se rendre compte que ces stéréotypes sont évidemment nourris d'un passé colonial et esclavagiste, et que, comme très souvent, les bribes de l'histoire restent dans les rapports interpersonnels, dans la société, et du coup ça impacte considérablement la manière dont on a envie aussi de construire sa vie amoureuse, affective, mais quand le racisme pointe son nez dans notre vie. Le racisme pointe son nez dans le lit. Voilà, exactement. Donc on va en parler tout à l'heure, donc restez bien connectés, on a encore plein de choses à se dire avec Jean-Luc Stanislas. Je vois que Manu Dorlis est arrivé dans le building. Bonjour le retardataire, vous allez bien? Ouais, salut. Je suis malade. Je suis désolé, donc je vais rester très discret parce que je tousse toutes les 2 minutes. J'entends pas ce que... Attends. Ouais, tu vois, ça c'est l'entrée d'Orlicienne, ça. Ouais, donc voilà. Donc, mais je suis super content de te voir, Jean-Luc. Ben de même, j'essaie de te défendre. Je crois qu'il y avait des grèves, donc ils m'ont dit... ouais, ça n'a pas marché. Non, voilà, c'est bien. Et puis il y a une bonne actualité en ce moment pour le cinéma caribéen. Il y a plein de gens qui montent. C'est vrai. Là, en ce moment, t'en prends plein la tête avec des belles images, avec des réalisateurs qui ont une réelle démarche. Je trouve ça rassurant pour l'avenir. C'est ça. Et donc on va continuer, on va bientôt finir notre tour des clips, mais pour moi dans ta carrière, il y a ce moment où tu le disais, où tu reviens un peu dans l'univers des clips, et je ne sais pas si c'est Tismé ou Mimi Nelzi que tu as fait avant, je crois que c'est Mimi, oui, avec L'Essentiel. Et pour moi, L'Essentiel, c'est un clip qui est juste sublime, et je sais pas si... déjà il y a cette entrée en scène un peu iconique avec Mimi sur cette chaise, le bras levé, un des bras levés, enfin vraiment cette figure iconique, et tu épouses complètement à l'image la vibe de l'artiste. Est-ce que tu peux nous parler de la création de tout cet univers autour de L'Essentiel, parce que je trouve que c'est une collaboration plus que réussie? Alors tu sais... ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que
quand tu sors du monde macho du hip-hop des fois, et tu arrives dans j'ai envie de dire, avec des énergies féminines, où j'ai pas travaillé avec beaucoup de femmes en général. Donc c'est assez délicat. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je crois que je commence à partir à New York. Donc je m'ouvre aussi sur autre chose. Le morceau en lui-même, il plane, tu vois. Donc des fois quand je travaille avec les artistes, il faut que j'écoute le morceau. Et là, quand t'as un morceau qui plane comme ça, tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Et quand Mimi te parle et qui te dit, bon voilà, je suis une princesse, en gros, tu dois comprendre ce qu'elle te dit. Donc tu dois pas faire n'importe quoi. Et tu vois, il y a qu'à écouter le texte, tu vois. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est voilà, faut pas trop s'éloigner des choses importantes. Donc on l'a dit à notre façon. Et pour moi, je suis resté dans un univers musical. Donc tout est esthétique, j'ai envie de dire, avec des codes spécifiques. Mais en tout cas, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, ce qui est important dans les clips, c'est de vraiment mettre en valeur l'artiste. Parce que la réalisation elle est différente de celle de d'autres. Et ça a été juste un parcours, quoi. Je me suis dit, comment sortir d'un univers, j'ai envie de dire, de nature, puisque elle démarre dans cette cabane, elle marche dans la nature, et puis au fur et à mesure elle arrive dans l'urbain, puisqu'il y a une évolution, et dans l'urbain, c'est là où toutes les valeurs naturelles, tout ce qui nous rattache à la terre, peuvent se perdre, tu vois. Et c'est comme si quand elle avance dans ça, c'est-à-dire, voilà quoi, quand on arrive et quand on progresse, il ne faut surtout pas qu'on s'écarte de l'essentiel et de qui nous sommes, quoi. Ouais. Et on a essayé des choses, tu vois, même avec le côté indien et le côté africain des choses. Donc dans ma démarche aussi de cinéaste, à ce moment-là, voilà quoi, ça arrive un peu à point nommé. Et puis ça devient quelque chose où c'est un impact réel. Mais j'ai aussi une folie. Parce que j'ai combiné le morceau original avec le remix de Phonie. Parce que tu vois, je me suis dit, voilà quoi, si on fait pas les deux, ou bien j'ai envie de faire les deux. Donc j'ai plus de liberté aussi pour dire à l'artiste, tu vois pas ce morceau-là, mais on va mettre les deux combinés. Et c'est des choses que j'ai toujours fait au départ. J'ai toujours fait des clips où j'ai coupé le clip, j'ai une partie fiction, et puis je reviens, et puis je change de morceau. Donc ouais. Et à ce moment-là aussi, tu sais, alors des fois, et c'est Ridla qui dit ça, je suis le Hype Williams de la Guadeloupe. C'est vrai que tu as des mecs comme Hype Williams aux États-Unis, Paul Hunter, qui sont des réalisateurs qui te montrent des choses. Donc tu te dis comment chez moi, même si on n'a pas les mêmes moyens, bah, tu peux proposer une vision de ton pays, tu vois, qui est la Guadeloupe ou la Martinique, la Caraïbe francophone, avec une esthétique peut-être particulière qui peut toucher. Et je pense qu'il y a des clips dont je suis vraiment très fier, parce que quand je suis parti à New York et que je les ai montrés, tout de suite les mecs ils ont dit putain, ça c'est du hip-hop, mais c'est pas du hip-hop de New York. Ça c'est quoi ça? Et là je me dis ouais, on frappe. Parce que quelque part, on est sur une scène internationale, et puis les mecs ils entendent le truc, ils se disent ouais, vous êtes nos enfants, mais en même temps on connaît pas. Et là tu te dis ouais, tu as touché quelque chose parce que tu as fait passer ton identité dedans. Des trucs comme Mimi Nelzi, après dans son parcours, tu vois, ça l'a emmené à travailler avec d'autres personnes. C'est ça. En tout cas, je suis content qu'elle ait fait appel à moi à ce moment-là pour collaborer avec elle. Et c'est ce qui fait aussi que le travail de Mimi Nelzi était aussi... des fois, tu as l'impression même que Mimi Nelzi, à l'époque, elle était plus contactée par les Américains que les Guadeloupéens. Et moi, je trouve que le travail de Mimi Nelzi, c'était un joyau. Elle est toujours là, elle est toujours OP, elle fait toujours du son. Mais je trouve que, il y a peu le soutien. En plus, le truc de ouf par rapport à cette époque, c'est que, comme tu dis, là, c'était du hip-hop de chez nous. Et c'est vraiment maîtrisé au niveau sonore. Et là, il y a l'image qui va avec. Et il y a tout qui match. Tu vois, des fois, t'avais pas les tout qui matchaient. Et là, t'as tout qui match. Et tu te dis, mince, tu vois. Dommage que ça soit pas encore allé plus loin parce qu'il y avait vraiment tout. Je suis ravi quand même que Mimi, elle ait pu faire des scènes à Paris, qu'elle ait pu faire pas mal de choses, qu'elle ait rencontré pas mal de gens. J'aurais voulu encore beaucoup plus pour elle. Et voilà, parce qu'il y a tout ce côté aussi caco qui ressort naturellement de tous ces artistes. C'est Aphonie derrière. Il y a Aphonie. Parce qu'il y a Mimi et en même temps il y a Jenny. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si avec la maturité, quand je pose Mimi Nelzi, l'essentiel, et aussi Jenny Paye-Moins, tu vois, et là tout de suite, voilà. Je dis pas que je connais mieux les femmes, mais en même temps, le fait d'avoir échangé avec elles, d'avoir collaboré avec elles, tu vois, tu te dis,
tu poses des joyaux. Moi, je suis super content d'avoir bossé avec elle. Je suis vraiment très fier d'avoir fait des clips parce que je pense que ça a aidé, en tout cas, dans leur carrière à poser des trucs. Mais sincèrement, ce qui est important, et je le répète, c'est surtout l'échange, quoi. De savoir que je fais partie d'une terre. On n'est pas les seuls. Et le partage, c'est important. Tu vois, j'aurais jamais pu faire le clip de Mimi sans elle. J'aurais jamais pu faire le clip de Jenny sans elle, quoi. Parce que ce sont des femmes aussi fortes. Tu vois, Jenny, quand elle arrive, elle me dit, voilà, quoi, je suis la princesse du Kako. Je veux ça. Donc maintenant, comment tu me donnes ça? Donc après, dans l'échange, je dis, voilà, on a peu de temps. Mais je te propose en tout cas de te mettre en valeur. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ce côté où, quand on pose le plan avec elle, la robe rouge, tu vois, parce qu'on a fait ça à Darboussier, c'était avant qu'ils construisent le fameux Memorial Act, donc c'était vraiment une friche. Et tu vois, quand on pose le graphe, tu vois, des frères 4KG, PI-, encore avec Danoko qui était au Steadicam, et puis la nuit, tu veux te dire, dans la friche, on pose le travelling avec elle, sa grande robe, tu vois te dire, de façon très diva, quoi. Ouais. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, parce que c'est aussi une diva. Parce que Jenny, c'est aussi une diva, donc il fallait aussi comprendre, écouter la musique, comprendre le truc, et puis voilà, mettre le mouvement Kako devant. Parce qu'au début, tu vois, c'est le frère Exos, un peu en métronome, tu vois, avec son chapeau, son costume bleu, et puis voilà. Et puis on est entre le gros cas et la musique électronique et le hip-hop. Donc on pose les choses de façon esthétique avec plus de maturité. Et en tout cas, j'espère que ça va être des exemples pour ceux qui viennent derrière, parce que j'aurais beaucoup aimé aujourd'hui échanger avec les petits frères, tu vois, réalisateurs, pour leur dire, bon, vous savez les gars, on peut aller très loin dans l'esthétique. On peut vraiment poser des choses. La mode, c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise. Tu vois, te dire, parce que dans tous les propos visuels qu'on met en place, on a des moyens, des outils aujourd'hui, en tout cas, de mettre en valeur toute la culture qui nous est propre, quoi. C'est clair. Et on va en parler après, pour revenir sur ce qui se passe avec les différents jeunes. Moi, je trouve que dans cet état d'esprit Kako, il y a un clip qui me frappe direct. C'est Tismé, c'est pour rafraîchir. Il fait partie des... Tismé, c'est notre instru de base de Street Diamond qu'on passe lors des interviews à chaque fois. On passe plusieurs instrus de son album. Donc il y a Paco from Tac au niveau des prods. Il y a Exos, il y a Phony, il y a pas mal de gens. Et c'est pour Yo. Enfin, c'est pour rafraîchir parce qu'il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs sons dedans. Il y a une histoire de ça, ouais, c'est vrai. C'est encore une fois plusieurs sons. Et là, il y a encore du graphe avec des artistes de talent 4KG. Il y a aussi de la danse à haut niveau. Il y a Catherine Denessi et il y a Mike Larifla, ouais, c'est vrai. Alors tu sais, c'est pour rafraîchir. En gros, c'est fraîche. Parce que Tismé vient me voir et il me dit, Timal, je veux que tu travailles avec moi et mon clip c'est fraîche. Et donc il m'a fait écouter l'album. J'ai un morceau là qui s'appelle C'est Pou, qui sonne super bien. Et les anciens ils vont kiffer ça. Et moi ça me ramène à un endroit et j'ai des vibes. Et il me dit ouais mais bon c'est pas un morceau pour un clip. J'ai dit on fait les deux. Il me dit mais si on fait les deux, on peut mettre A. J'ai dit mais pourquoi pas. Et puis on trouve le terme c'est pour rafraîchir. Donc on trouve ce terme là. Et je t'avoue qu'en termes encore d'influence, alors il y a un producteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Prince Paul. Yes. Voilà. Et Prince Paul à un moment donné, il réalise cet album qui s'appelle A Prince Among Thieves. Où c'est un album où c'est une histoire. Et quand j'écoute cet album là de Prince Paul, A Prince Among Thieves, je me dis mais putain on peut aussi raconter ou faire des clips comme ça quoi. Pourquoi rester dans des canevas, dans des cadres. Et quand j'ai dit à Tismé ok ben je suis d'accord pour fonctionner avec toi mais je veux imposer c'est pour rafraîchir parce que je suis sûr que ça va marquer. Ouais. Et quand il me dit quand on échange donc on en arrive à faire un clip avec 3 morceaux qui est un peu un truc d'inédit quoi. Et là comme je te disais tout à l'heure moi j'ai faim parce que j'ai l'impression qu'on m'oublie un peu que j'ai fait des choses. Et je me dis, je veux frapper tellement fort qu'au final, je vais... parce que je sais pas, j'avais envie de... Et là, quand je voyage avec lui, en tout cas en Guadeloupe, il me dit, voilà, j'ai un décor en tête. Je vois le décor, je lui dis, tu sais quoi, on va faire un graphe sur ça. On va poser le mouvement, tu vois, là, avec la petite rivière qui descend. On va poser... Donc... Tu le rencontres vraiment parce que tu l'avais déjà vu. J'avais déjà vu, mais... Et là, quand on parle, donc la première rencontre, elle fait...
Et le mec, il accepte, même s'il est réticent et tout. Et... Parce qu'il y a d'autres choses là. J'ai encore travaillé avec lui. Bon, ça sortira bientôt. Mais là, on est parti dans le futur. Oui, avec Shango Sound. Ouais, c'est-à-dire que j'ai fait un truc pour eux avec Yalisai. Donc, je sais pas quand ça sortira. Mais par contre, tu vois, c'est des trucs où, en termes de deuxième rencontre, là, c'est super intéressant en tout cas. Pour moi, le partage et l'échange, c'est la clé en tout cas. Pour moi, franchement, Tismé, il a sorti plein de clips, il a sorti plein de trucs qui sont très lourds. Tismé, c'est un artiste, c'est l'un des meilleurs rappeurs de la Guadeloupe. Et cet album, c'est un gros classique. Un jour, il faut que j'écrive un truc spécialement, que je fasse un truc spécialement que sur cet album. Mais ce clip-là, c'est son meilleur clip. Point. Parce il y a une énergie, il y a tout qui va. L'énergie est là. Mais il y a du monde dessus. C'est ça. Donc, comme il y a du monde dessus aussi, c'est peut-être plus simple. Mais moi, ce que je kiffe, c'est les deux mecs avec les trompettes là. Oui. Ça, c'est... Ça, tout de suite, direct. Je lui ai dit, hein, tu sais, là, avec ça, on va frapper large. Parce que dans la musique caribéenne, tu sais, le tac-pitac, des fois, il faut qu'on arrive de sortir de chez nous. Et se dire qu'on est dans la Caraïbe francophone, mais... Tu vois, il y a Dominique est tout près, tu vois, la cadence ne rame pas, c'est un peu comme le zouk, tu vois, tu dis le compas, tu dis la calypso. Donc, tu vois, j'ai aussi dans mon parcours une expérience musicale, tu vois, parce que je voyage aussi. Donc, et là, je peux proposer en termes d'image des choses où par rapport aux influences que j'ai autour de moi, ben, je ramène ça au niveau des musiques urbaines, parce que bon, le caco, c'est de la musique urbaine. Bien sûr. Et je ramène ça, en tout cas, pour plus l'étendre. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit vu partout, quoi. Moi, après, il y a eu pas mal d'autres rencontres. Il y a bien sûr eu Jacob Devarieux, Patrice Ullman, Métis, etc. Il y a Fola, qui, je pense, est un frère avec qui était proche par rapport aux idées qu'il véhicule. Et tu as fait le clip Chimalasa pour lui. Mais il n'y a pas de mais. Et, je vais dire, et il y a ce clip. En fait, c'est un son. Moi, dès que j'ai entendu ce son-là, j'ai dit waouh, le frère, c'est exactement ça dont il a besoin, parce que Star J venait de tellement il vient sous plein de formes différentes et plein de formes super intéressantes. Mais my God, quand tu as imagé son morceau, t'es un connaisseur, toi. Sakai Show. C'était juste un truc de malade. Comment tu as imaginé ce morceau. Même moi, je me dis, quand j'ai entendu ce son, j'imaginais même pas ce qu'on pouvait faire avec, mais tu l'as fait, quoi, le truc. Alors ouais, je l'ai fait. Mais tu sais, il était plus trash que ça. Hein. Ah ouais? Ouais, il était beaucoup plus trash que ça. C'est-à-dire là, il est un peu gentil. Là, c'est une deuxième, voire troisième version. D'accord. Ouais, parce que moi, quand il m'a dit OK, je lui ai dit, je vais me lâcher. Parce que moi, j'ai des choses à te dire. Et tu as envoyé un morceau sans cache-chaud, donc je suis allé loin. Et à un moment donné, il m'a dit, ah ouais, tu m'as. Il m'a dit, ah ouais, donc j'ai dû enlever des choses, tu vois. Mais bon, le concept, c'était de la récupération. Hein. Tout ça, c'est de la récupération. Hein. D'accord. C'est de la récupération de tous les trucs trash, on va dire, d'Internet. Hein. C'est comme ça que ça a été posé, quoi. C'est un concept spécifique, en tout cas. Et pour moi, c'est une expérience aussi, parce que j'avais jamais fait ça. Ce qui est important dans mon parcours, c'est toujours de ne pas faire de la redite. Tu vois, Stardy, j'avais bossé avec lui déjà sur Stardy Exhaust BF Man. Ce qui est important, c'est qu'il m'a refait confiance par rapport à son morceau La Pointe. Tu vois, et La Pointe, je t'avoue que c'est la première fois que j'ai pris une caméra pour filmer. C'est-à-dire, quand je te parlais de mes collaborations et que le cinéma c'est un travail collectif, le seul clip où j'ai pris la caméra, ou le premier clip où j'ai pris la caméra pour tourner, c'est La Pointe. Ok. Voilà. Parce que en gros, j'étais dans une démarche documentaire. Donc ça a été un clip documentaire. Donc je suis allé à la pêche de trucs et puis ça a posé ça. Et quand il me demande de faire ça qui est chaud après, ben je lui dis bon, mais voilà, au niveau financier c'était un peu chaud aussi. Ben je lui dis même c'est pas grave, maintenant je te propose quelque chose qui sera peut-être assez simple, mais c'est un concept. Et pour moi c'est un concept Tu sais, aujourd'hui on est dans le monde du numérique, tout le monde zappe, tout le monde fait des trucs, tu vois. Donc pour moi c'est une façon aussi dans ma réflexion de dire que je vais te proposer quelque chose qui aille dans le sens de. Mais c'est clair que c'était assez dirty. Et lui, à un moment donné, il m'a dit, ouais, c'est... Mais bon, non, c'est un vrai frère. Tu vois, la famille Kakou, ils font un réel travail. Ils font un réel travail, c'est compliqué.
Mais en tout cas, il y a que du love, quoi. Il y a que du love parce que c'est des gens sincères. Et c'est ce qui est important, c'est de mettre en avant, en tout cas, la sincérité de chacun d'entre nous et puis de pas se mentir. Surtout ça, quoi. Je pense que c'est super important et j'ai vraiment envie d'envoyer un gros big up à Stargy par rapport à ce morceau. Parce que même les personnes, et justement c'est là où tu vois par rapport à Minelzi, l'essentiel, Stargy, ce titre-là, c'est qu'on fait ce genre de titre que en fait des personnes qui sont pas du milieu hip-hop ou qui sont pas du milieu caribéen, eh ben sont interpellées directement et quand ils se retrouvent dans les studios de Radio RGB, sont les premiers à me dire ah mais c'est qui chante là. Tu vois, c'est pas quand ils entendent un pur morceau rap ou le mec même s'il rappe en créole, ils en ont rien à faire. C'est quand le mec, ils arrivent, ils ramènent cette caribéanité et leur identité dans les morceaux en fait. Et c'est ça le travail que je trouve fort et que je trouve louable de tous ces artistes. Je sais que c'est pas facile aussi pour eux parce que malheureusement c'est pas leur travail n'est pas reconnu à leur juste valeur, mais leur travail reste et restera. Donc un gros big up. C'est ce qui est important, hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pose, on le pose pour ad vitam aeternam, quoi. Tu vois, surtout ça. Et le hip-hop a aussi cette valeur, ou en tout cas, pas tous, mais certains, c'est quand même des lyricistes conscients, quoi. Et Stardy fait partie des lyricistes conscients, tu vois. Ouais. C'est vraiment un réel MC. Et quand il pose sa cache-chaud, c'est parce qu'il a des choses aussi à poser par rapport à l'environnement qui lui est propre. Et ça devient de plus en plus compliqué, tu vas te dire, de répondre aux demandes des frères, parce que le monde est de plus en plus tendu. Au niveau financier, c'est de plus en plus compliqué. Tu sais, en termes de production, voilà quoi, je t'ai dit que c'est quand j'ai travaillé sur le clip de La Pointe que c'est la première fois que j'ai pris une caméra, tu vois, parce que les budgets sont aussi tendus, mais comme on développe un concept où on est un peu dans un esprit documentaire, donc moi je sais que je peux faire des flous, je peux aller chercher des choses, donc voilà, c'est aussi l'évolution c'est s'adapter à l'environnement, au fait où voilà quoi, on n'a plus la même industrie qu'avant, tu vois, donc comment on peut proposer des choses intéressantes, novatrices, tu vois. Et ce qui m'a paru très intéressant, c'est que quand j'ai fait La Pointe, par exemple, je me souviens que j'avais lu après, en allant à la SACEM, qu'ils avaient en tout cas développé, pas cette rubrique, mais que le clip documentaire faisait partie en tout cas d'un genre de clip. Okay. Tu vois, et je me suis dit, mais on n'est pas très loin de la réalité, tu vois, parce que quelque part, tu sais, quand tu es dans l'île, c'est pas évident parce que tu peux pas communiquer avec ceux qui sont à Paris, à part quand il y a des festivals, tu les rencontres. Et voilà, qu'on peut pas développer une pensée spécifique. Parce que ce qui est important, c'est qu'on peut développer une pensée ensemble. Tu vois, le fait de discuter, d'échanger, voilà, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ça, des fois, c'est pas évident quand tu es au pays, tu vois. C'est le fait de pouvoir échanger pour se dire, bon voilà quoi, on peut avancer ensemble. On est tous dans le même bateau, ce sont des musiques urbaines. Tu vois, il y a dancehall, il y a reggae, il y a hip-hop. Aujourd'hui, il y a la trappe. Mais pour moi, voilà quoi, il y a des bases. Et à partir de ces bases-là, c'est comment on écrit des choses ensemble. Parce qu'on est en train d'écrire des choses pour le futur, là. Tu vois, tout ce qui a été posé, c'est les choses qui ont été écrites pour le futur. Et il faut que ça reste, et il faut qu'on en parle. Et puis, à un moment donné, moi, je suis super content. Tu vois, j'espérais pas faire des classiques. Mais pour moi, voilà quoi, c'est surtout avoir vécu les moments de façon réelle. Et chaque instant, tu vois. Et d'essayer vraiment de répondre aux attentes de chacun à ces moments spécifiques. Parce que les attentes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant. Je sais pas si on est aujourd'hui beaucoup dans l'art, tu vois. Si on a les mêmes libertés. Et voilà, et moi aujourd'hui, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Mais après, c'est les rencontres. C'est trouver des gens aussi qui ont évolué et qui ont envie d'expérimenter des choses. Parce que la clé, c'est la création. Faut pas rester figé sur des choses, faut pas avoir peur de proposer des nouveaux sons, faut pas avoir peur de... Tu vois, ça a toujours été ça, quoi. On savait pas si ça allait marcher. Est-ce que le problème, ça vient pas de là, justement, le fait de s'autoriser... Enfin, je parle d'une... pour éviter de faire un entre-soi, mais je parle d'une expérience personnelle où j'ai tenté, moi, de proposer des choses où les gens se sécurisent beaucoup en disant non, tu vois, je veux faire plus comme lui, je veux faire comme machin, je veux faire comme truc. Et de dire, toute la complexité du discours, c'est de dire, tu peux t'autoriser à faire ça, tu peux prolonger ton univers artistique via le visuel,
parce que enfin déjà tu te le dois de le faire et il faut pas hésiter à le faire. Bien et sûr. Les gens sont très frileux là-dessus. Moi, je vois très peu d'expérience de gens, de gens qui se disent allez, on y va, c'est pas grave, même si on se met la tête dans le mur, on aura essayé. Ben, tu sais, peut-être que le fait que ça soit devenu une industrie, qu'à un moment donné, il y a eu un âge d'or, tu vois, et que ça fonctionne plus, c'est peut-être ce qui rend les gens réticents. Mais des fois, et je prends par exemple le monde de l'art, le monde des arts plastiques, ils ont une liberté tellement inouïe aujourd'hui de proposer des choses où j'ai l'impression que si les musiciens, par exemple, ou les compositeurs allaient voir des expos et de voir comment, tu vois, d'autres secteurs artistiques proposent des choses, peut-être que ça les ramènerait sur « Ah mais putain, on peut faire des sons comme ça ». Parce que quand tu fais un son, des fois, ça peut se faire dans la rue, tu vois, tu peux entendre des gens parler, telle mélodie. Et je crois que des fois, c'est important de ne pas rester cloisonné. Tu vois, la musique, c'est la musique. La peinture, c'est la peinture. Et à un moment donné, je crois qu'il faut aussi qu'on se rencontre, quoi. Et au niveau de toutes ces productions musicales, ben, j'ai l'impression que des fois, ben, on reste fermé dans un truc parce qu'il y a eu des formats qui existent peut-être plus. Mais on peut péter ces cadres-là, quoi. Et pour moi, c'est une ouverture d'esprit. C'est juste une ouverture d'esprit. Mais tu as totalement raison. À un moment donné, ben, il ne faut pas avoir peur de créer, surtout. Il ne faut pas avoir peur de créer. Parce que moi, ce que je vois, c'est la plupart du temps avec les stars américaines, c'est qu'elles arrivent avec des concepts, tout le monde salue ces concepts, et quand tu fouilles un petit peu, tu t'aperçois que ces concepts ont été à la base en Afrique, dans la Caraïbe, mais simplement parce que pour des raisons de moyens ou pour des raisons de courage, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et ces gens-là, après, arrivent, bon, je vais pas en citer une, Beyoncé, mais voilà, je vais lui foutre la paix, alors je vais dire Solange. Et voilà, et je trouve ça dommage parce que c'est récupérer 30% de ton travail, c'est-à-dire que un artiste, c'est 15 ans pour monter un artiste. C'est-à-dire un artiste dans les arts plastiques, dans la vidéo, pour avoir sa patte, sa signature en tant que photographe, pour devenir un bon iconographe, il faut une quinzaine d'années pour digérer ce qu'on apprend, etc. et tout. Et aujourd'hui, on a certaines structures qui disposent de plus de moyens et qui vont un petit peu s'emparer du discours iconographique des autres pour les plaquer sur des concepts qui sont un peu mièvres, la plupart du temps. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Et voilà, et aujourd'hui, je me dis que je suis pas non plus dans le mode il faudrait que ça soit la région qui finance tout ça, mais il faudrait qu'elle encourage, tu vois. Par exemple, il faudrait qu'il y ait des financiers, des producteurs qui se disent je vais peut-être prendre une banane, mais je vais frapper un grand coup. Et ça va lancer des choses. Alors, ce que tu dis, c'est super important. J'ai envie de dire, les premiers seront les derniers seront les premiers. Quand je vois ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, avec tu vois, la Naija Music et ce que les mecs qui proposent, ça a pris un moment de temps, mais il y a un retour tu vois, des choses, quoi. Quand je vois ce que les Africains du Ghana, du Nigeria, tu vois, te dis, on propose, je me dis, waouh, ils reprennent le territoire, quoi. Ils se disent, voilà, vous allez faire comme nous, mais au final du compte, vous n'êtes pas nous. Et je pense que c'est important aussi, c'est qu'on peut être influencé beaucoup de choses, mais il ne faut pas s'écarter aussi de sa propre réalité. Tu vois, parce que dans ce que tu dis là, c'est vrai que dans la Caraïbe, et c'est différent. La Jamaïque n'est pas la Guadeloupe, n'est pas Trinidad, tu vois, n'est pas Cuba. La Guadeloupe a une histoire spécifique, et la Martinique, j'ai envie de dire, avec la France. Donc pour ça, comment produire différemment, en créole peut-être des fois aussi, si on parle de musique, tu vois, mais comment produire différemment un discours qui nous est propre. Après, il faut se battre, j'ai envie de dire, pour déjà avoir un discours cohérent, pour que ceux qui sont en face aient envie de dire « Ah putain, mais il y a des réelles histoires là, mais ce sont des gens intéressants. » Et pour ça, c'est clair, il ne faut pas faire comme les autres. Et je pense que de singer les trucs, c'est parce que ça marche. Donc quand tu parles peut-être d'artistes américains qui voient que bon, voilà quoi, il y a des choses qui se passent là-bas et que ça les touche, je pense que des fois aussi c'est parce que les choses qui se passent là-bas sont très fortes. Donc les artistes se disent mais putain, il y a une vibe là, ça nous intéresse. Parce que les Américains, en tout cas les Noirs américains s'appellent aussi African American. Donc pour eux,
ce rattachement à l'Afrique est super important. Alors qu'ils le fassent maladroitement ou pas, ça c'est leur problème, tu vois, parce que chacun est qui il est, avec sa propre démarche. Mais je trouve des fois aussi intéressant que quand le voyage, tu vois, quand le travail il voyage, qu'il soit peut-être qu'il ait un écho là-bas. Et quand il a l'écho là-bas, ben la retranscription de Beyoncé, elle est ce qu'elle est par rapport à qui elle est, par rapport aux États-Unis qui c'est un autre monde. Mais sincèrement, la puissance de ce que je vois que les mecs produisent en Afrique aujourd'hui, j'ai dit, waouh, je suis plus intéressé par ça parce que je vois de l'authentique, je vois plus de choses dans ce travail-là que d'autres. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Après, quand tu parles d'être aidé, ben c'est clair que, voilà, quoi, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble, à poser des choses, à se dire qu'aujourd'hui, en 2019, il y a des possibilités réelles dans le monde de l'art, parce que c'est le monde dans lequel j'évolue. Et on est de plus en plus conscient, on est de plus en plus précis, on a de plus en plus de poids. Il n'y a qu'à voir dans tous les secteurs artistiques. Si je prends l'exemple de la musique, on en parlait tout à l'heure. Kassav, il y a 40 ans de ça, quand Kassav fait le premier Zénith, c'est toute la communauté qui est derrière. Et c'est toute la communauté qui fait que Kassav devient disque d'or. Parce que les mecs qui travaillent pendant une dizaine d'années à produire des choses, et le son qu'ils produisent, ben voilà quoi. Aujourd'hui, tu vois. Et pour moi, c'est important déjà de comprendre c'est quoi son art, comme tu dis, en tout cas de mûrir une esthétique, de mûrir un discours. Et c'est à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas se rater non plus. Parce qu'une fois que tu veux rentrer dans une industrie, j'ai envie de dire, c'est d'autres moyens. Si je suis un financier et que je te dis, bon voilà, je vais mettre 100 000 ou 1 million tu vois, sur toi, mais 1 million, il faut que je les récupère. Aujourd'hui, on en est là. Donc il faut que je trouve des moyens de se dire, ok, voilà, peut-être qu'il faut que je fasse un truc commercial, mais en même temps, il faut que je te laisse t'exprimer. Mais si je te laisse t'exprimer, c'est par rapport à quoi? Les enjeux sont différents aujourd'hui. Et je crois que c'est possible, mais peut-être qu'il faut être plus précis parce que c'est aussi une industrie. On n'a plus cette liberté, j'ai envie de dire, de produire comme avant, mais on a peut-être aussi les moyens, j'ai envie de dire, sans perdre son âme, tu vois, d'être dans un autre discours. Parce que l'art pour l'art, c'est une chose. Il y en a qui le font et qui restent intègres. Tu vois, là, je suis venu à Paris aujourd'hui par rapport à une expo qui s'appelle Éclat d'île. Et je vois les artistes qui ont proposé des choses là. Ben, il y en a qui ont un discours super précis et qui se disent, voilà, moi je suis venu là pour ça, mais mon discours, je ne le changerai pas. Mais ils ont eu en tout cas l'opportunité, ou en tout cas, ils ont été appelés pour présenter leur œuvre. Et que ça plaise ou pas, il y a des gens qui disent, mais c'est quoi ça? Mais le mec, il est entier. Et je crois qu'on en arrive là aujourd'hui, à entendre des choses différentes. Jean-Luc, il y a, par rapport à ton travail et à ces discours différents, à ces œuvres différentes, il y a tous ces jeunes réalisateurs. En Guadeloupe, on voit plein de clips, plein de clips. Il y a des réalisateurs qui sont même appelés à l'étranger, par des Jamaïcains et autres. Donc, il y a un certain niveau technico-technique, des fois qui ne dépasse pas l'ordre de la technique. Des fois, il y a un petit peu plus. Tu sens qu'il n'y a pas ce côté, des fois... Tu sens que c'est des fois des réalisateurs qui essaient de recracher des choses, mais qui n'ont pas tous les codes. Donc, ils sont un petit peu plus robotisés dans leur manière de produire leurs trucs. Et il y en a d'autres... à chaque fois, moi, la frustration que j'ai, c'est de me dire, merde, quand même, les gars, il y a le début de quelque chose. Et... en fait, je me disais de la frustration parce que j'ai l'impression que tous ces jeunes qui font des clips, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent au clip. C'est-à-dire que le genre, c'est le clip et en fait, qu'ils vont pas plus loin. Il n'y a pas de court-métrage, il n'y a pas de recherche très peu de recherche d'acteurs, d'actrices pour pouvoir se dépasser et aller plus loin. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? Et j'aime beaucoup ce que Zandoli Prod vient de réaliser. C'est pas qu'il me fait mentir, parce que j'ai soutien. Il vient de remporter justement le meilleur espoir avec lors de prix de cours. Donc avec une réalisation de Olivier Cancel. Donc il y a des jeunes qui s'en donnent les moyens. Ça fait un moment qu'il est là aussi, Zandoli. Donc qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération de clippers? Alors, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle génération de clippers? Alors, je connais pas beaucoup. J'ai rencontré le mec de Zandoli il y a très peu de temps de ça, puisque j'ai été invité à une soirée spéciale de prix de cours. Donc, j'y suis allé et je l'ai rencontré là. Donc, c'était super intéressant. C'est quelqu'un on m'avait déjà parlé de lui, j'avais déjà vu son travail.
Comment t'expliquer ça? C'est particulier parce que moi, ce qui est important pour moi, pour moi, le cinéma, ça a été d'abord une recherche, une quête dans ma démarche. C'est-à-dire quand j'ai décidé de ne pas rester à Paris, de rentrer chez moi, c'était une démarche personnelle. De revenir au pays, de comprendre le pays, de sentir des choses, d'essayer de m'impliquer en tout cas dans l'élaboration d'une esthétique visuelle ou de l'élaboration d'un cinéma chez moi, tu vois. Ça a commencé par le clip, il n'y a pas que le clip, parce que les gens connaissent mon travail beaucoup plus par rapport à mes vidéoclips. Mais il y a tout le travail avec trafic d'infos, c'est voilà. nous-mêmes. Et en gros, j'ai envie de dire, c'est ce qui m'a influencé. Alors, je ne parlais pas de la démarche des autres, parce que je ne les connais pas assez, mais c'est clair que techniquement, les mecs qui sont pointus, ils sont arrivés avec le numérique, ils maîtrisent le numérique, ils ont bouffé des images. Ouais. On leur a offert aussi la possibilité de voir des images d'eux-mêmes. Parce que pour beaucoup, tu vois, Zandoli m'a dit, mal, voilà quoi, j'ai grandi en regardant ce que tu faisais. Il y en a d'autres qui m'ont dit, bon, je suis pas si vieux que ça, tu vois. Non, mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que ils ont grandi avec toi parce que tu as été l'émergence, le début de toute cette génération qui a écouté du hip-hop et de la dancehall. Donc que tu le veuilles ou non, que tu sois, que quel que soit ton âge, c'était là au début lorsque, en tout cas du mouvement aux Antilles. Et donc du coup, que tu le veuilles ou non, eh ben il y a des codes et mine de rien, ben ils ont épousé aussi tes codes. C'est une démarche. C'est une démarche. Aujourd'hui, je sais pas si on est obligé de produire comme ça, comme on l'a produit avant. J'ai plus envie de faire ce que j'ai fait avant, par exemple. J'ai envie de faire des choses différentes. J'ai envie d'écouter la musique différemment. Aujourd'hui, j'ai envie peut-être de parler aux producteurs et j'ai envie de dire aux artistes de comment ils ont fait le morceau, pour essayer de déstructurer le morceau, pour essayer de rentrer dedans et de créer un nouveau code. Alors, je pense que les Jamaïcains, par exemple, le reggae, il y a des codes. Quand tu vois des clips de Jamaïcains, il y a des clips qui sont faits, qui correspondent bien au code du morceau. Ils lancent le son, tu as l'intro, et dans l'image, j'ai vu ça des fois, comme si le truc est tellement codifié que c'est obligé de passer. Parce qu'ils ont maîtrisé les codes de la musique. Donc chez nous, j'ai envie de dire peut-être que de la façon dont ils produisent aujourd'hui, c'est dans leurs propositions, c'est peut-être de rentrer plus dans les codes, j'ai envie de dire, de la musique qu'ils vont réaliser pour essayer de proposer quelque chose. Et c'est bien ce qu'ils font. Après, chacun a sa démarche. Tu vois, je ne parlerai pas des autres. Chacun a sa démarche. Parce que finalement, on se retrouve avec ça, en fait. Et peut-être que pour certains jeunes, finalement, la démarche qui manque pour certains, j'ai dit, c'est que toi, dans ta démarche, et c'est pour ça que quand on te regarde, quand tu faisais partie du collectif C'est Nous-mêmes, vous aviez sorti en 2005 Trafic d'infos. Et par rapport à ça, tout de suite, c'est connoté, c'est-à-dire que ta démarche, elle est tout de suite connotée, c'est-à-dire que tu as une démarche où tu veux faire en sorte de montrer certaines réalités et donc du coup, quand on suit tous tes cours, cette réalité, elle suit le long des cours et finalement, les clips que tu réalises, tu arrives néanmoins à faire apparaître cette réalité. Si on regarde bien tes clips, on arrive à voir apparaître cette réalité dans tes clips aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Ça, c'est clair. Je n'écarte pas le fait qu'un clip, c'est de la publicité. On va pas mentir. Il faut mettre en avant l'artiste. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est comment tu mets en avant l'artiste. C'est quel univers, quel background, quel contexte tu mets en place pour mettre l'artiste en valeur. Alors ça peut être un court-métrage, ça peut être, j'ai envie de dire, alors Zandoli un jour il a travaillé avec Tisha, je me souviens d'avoir vu un clip où je crois qu'ils ont travaillé dans un seul espace, en extérieur, avec des trucs en carton, et puis je trouve ça extraordinaire. Je me dis mais c'est qui ce mec là? Et le mec il a osé faire ça, mais tu vois ça c'est ça quoi, il est rentré dans un concept spécifique, et puis il a mis en valeur l'artiste. Et tu vois c'est ça, c'est la création. Parce qu'il faut pas oublier que la création c'est la clé, tu vois, et pour moi parler d'eux c'est délicat parce que c'est une nouvelle génération, ils vont parler d'eux-mêmes. Moi j'ai envie de dire ce qui est important c'est qu'ils comprennent l'art qu'ils maîtrisent, tu vois, c'est vraiment ça. Le clip aujourd'hui c'est un outil, et dans ces outils là ben voilà quoi, ils ont des choses à poser.
et qu'ils essaient de le poser bien, tu vois. Toi, dans ce que tu as posé 2 longs métrages aussi. Documentaire, ouais. Documentaire, long métrage. Il y a aussi ce documentaire à un moment que tu avais fait pour une commune, je crois que c'était la commune de Basse-Terre ou Pointe-Noire. Oui, c'était Pointe-Noire. Hein. C'est l'Amois-Bois, ouais. Ça, c'était formidable, la manière dont tu as ramené, tout simplement, encore une fois, ton côté, le fait d'être bien chez soi, de connaître sa culture, le fait de pouvoir retranscrire sa culture de cette manière-là, qui a fait aussi que tu as été... il y a beaucoup de gens qui ont voulu travailler avec toi parce que tu avais cette qualité de travail. Et moi, je trouve ça assez formidable, en fait. Je trouve ça assez formidable. C'est des films que tout le monde devrait voir, avoir la possibilité de voir. Et finalement, est-ce que toi... tu voudrais, je sais pas, aller encore plus vers le long métrage. T'as ton ami, ancien collaborateur Jean-Claude Barny, qui a sorti le Gang des Entiers et d'autres films, qui sort des téléfilms, dont le dernier était sur France 2. Toi, et ça va être ma dernière question, malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais il nous faut une interview de 3 heures avec toi. Mais non, c'est la finalité. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que j'ai commencé par le cinéma, j'ai commencé par les courts-métrages. J'ai parlé de Trafic d'infos, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Bon, c'est dommage. Trafic d'infos, c'est le premier film de science-fiction caribéen connu aujourd'hui. Tu vois, c'est important de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a d'autres artistes, il y a d'autres réalisateurs qui font aussi de la science-fiction et qui ramènent quelque chose. Et on a l'impression à chaque fois par notre je dirais pas notre manque de culture un peu, mais aussi parce que la culture n'est pas à portée de tous. C'est-à-dire que, par exemple, malheureusement... Tu penses ? Non, mais pas que ça. Tu sais, la problématique, c'est que si la culture était à portée, c'est-à-dire que, normalement, on devrait pouvoir... connaître tous ton travail et le travail de ceux qui te précédaient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on devrait avoir la possibilité d'avoir ce cinéma caribéen. On devrait pouvoir le palper, d'autant plus qu'on habite aux Antilles. Et on a l'impression en fait que c'est plus difficile que ça. Ce sont des démarches, Max. C'est des démarches. C'est une démarche que tu dois avoir. Quand je t'ai parlé de Noir tout couleur, pour moi, ça a été une façon de comprendre un peu l'espace dans lequel j'étais. Et j'ai su à ce moment-là qu'il y avait des réalisateurs et des productions avant moi, qu'il y avait des gens de ma génération, et aujourd'hui, il y a des plus jeunes. Donc pour moi, c'est important, dans ma façon d'être, de savoir qu'aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, c'est combiné en moi. Donc il faut toujours que je regarde derrière, il faut que je sois alerte de ce qu'il y a autour de moi, il faut que je regarde devant. C'est important, ces trois-là. Maintenant, ce sont les démarches que chacun doit avoir. Alors, quand tu parles de nos travaux, c'est compliqué parce que quand on parle d'ensemble, à un moment donné, il faut qu'on arrive à avoir des pensées, pas communes, mais qu'on se voit plus souvent, qu'on pose des choses, qu'on n'ait pas nos petites guéguerres, tu vois, qu'on n'oublie pas qu'il y a eu ça ou ça, et qu'on sache aussi parler du travail des autres. Parce qu'il y a des travaux qui sont intéressants, moins intéressants, mais on a tous des qualités. Tu vois, ça, c'est important. Donc maintenant... Quand tu me dis que c'est pas vu, c'est parce qu'il y a un travail peut-être qui est en chantier maintenant là. Quand tu parlais de Cinémaron tout à l'heure par rapport au cinéma, les frères de Cinémaron, c'est clair qu'ils ont pris une option où ils essaient de montrer le travail, en tout cas de la diaspora. Et ça, c'est super. Il y en a qui l'ont fait avant, eux, ils le font maintenant. Il y en aura d'autres. Et il faut le dire, tu vois. Moi, mon Trafic d'infos, ils m'ont demandé de le diffuser. J'ai dit, ouais, voilà, il y a des cadres, il y a une façon de le faire, ok, on accepte, on signe. Et puis, je suis super content. Et il y en aura d'autres. Maintenant, c'est que les autres ne veulent pas savoir, ou bien ils oublient, ou bien par rapport aux sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, où chacun veut être le premier, tu vois. C'est pas histoire d'être le premier, c'est une histoire de parcours. Parce qu'il y en a qui ont fait un réel parcours, et il faut comprendre le parcours de... Tu vois, avant moi, il y a des gens qui ont un réel parcours. Quand je t'ai parlé du film de Jeanne Palcy, La rue Cazenègre, sincèrement, il y a un parcours qui a été fait. Avant elle, il y avait d'autres cinéastes. Quand je te parlais tout à l'heure de Robert Liensol et de Jenny Alpha, il y a des gens qui ont posé les choses au départ. Donc c'est clair que ce sont des films, je ne dis pas anciens, mais pour ceux qui font du cinéma, mais voilà quoi, il faut aussi tendre vers ça pour se dire voilà quelles sont les thématiques qui ont déjà été développées, que si on développe ces thématiques, on ne fasse pas la même chose. Parce qu'on peut traiter le sujet différemment. Donc après, c'est dans nos échanges. Aujourd'hui, les plus jeunes, c'est clair, je ne vais pas taper sur eux, mais ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils connaissent tout. Et puis des fois, c'est bien quand tu les vois, parce que j'adore aujourd'hui les plans larges.
J'ai plus envie d'être au centre des choses, j'ai envie d'être loin et de les regarder. Et puis ceux qui daignent se dire, mais c'est qui toi? Ben, quand tu parles avec eux, ben, c'est pour leur dire, voilà, toi tu cherches quelque chose, ben, peut-être que je peux te donner des trucs. Parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde non plus. Il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Et à un moment donné, je sais pas, moi ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des sélections naturelles. Et puis il y a aussi des fois les mecs qui sont pas prêts à ce moment-là, c'est pas le moment. Il y a ça aussi, tu vois, parce que chacun aussi a exprimé des choses spécifiques à un moment donné, tu vois. Donc tant qu'ils n'auront pas vomi quelque chose, tu vois, ils pourront pas entendre. Donc, tu vois, il faut aussi comprendre tout ça, quoi. Comment il s'appelle Ah, vas-y, Sharon. Ouais, je suis désolé, j'avais une petite... je voulais rebondir sur justement ton discours par rapport aux jeunes générations, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant... Bien en face du micro. Pardon. Et moi, ce que je trouve en tout cas intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a quand même eu un travail de conscientisation. Moi, j'ai l'impression, en fait, que tu as... t'as ressenti le besoin à un moment donné de te positionner, de savoir qui tu étais, où tu étais, donc ta culture, etc. Ça demande un travail c'est une réflexion de longue haleine en fait, et même d'en arriver à connaître l'histoire même des anciens, etc. Moi j'ai l'impression que c'est un boulot qui est quand même assez conséquent, et du coup pour les jeunes générations, tu vois, aussi de leur expliquer que peut-être ce boulot est nécessaire en fait. Il y a un film qui s'appelle Sankofa, d'Ali Jerima, que j'avais vu quand j'étais étudiant ici. Et Sankofa, ça veut dire retour vers le passé avant de penser à l'avenir. Et tu vois, dans mon parcours, à un moment donné, quand tu vois Sankofa, c'est comme s'il y a des éléments qui te disent des choses et tu peux pas faire outre. Donc, bon voilà, je le dis ce soir. Et ce que tu dis là, ce sont des démarches personnelles. Moi, j'ai vraiment envie de dire à la jeune génération qu'ils ont un gros potentiel. Ils ont beaucoup de choses dans leurs mains. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'explorer ce qu'ils ont en eux. Et pour le dancehall, et pour les petits jeunes du dancehall, j'ai envie de leur dire, le mouvement Kako qui a été posé, ça a été une réflexion. Une réflexion au départ, puisque pour moi j'y ai adhéré. C'est pas moi qui ai inventé le mouvement Kako, qui suis venu avec le terme Kako. Moi, je me souviens, il y avait un festival de jazz à Pointe-à-Pitre où j'entends deux gars fous qui viennent derrière moi. Donc il y a Jacques Schwarzbart, le saxophoniste, qui est en train de jouer. Et il y a Exos et Stargy qui viennent derrière moi et qui crient « Kako, Kako » dans mes oreilles. Voilà le nom du mouvement. Et je me dis, c'est quoi ça? Et après, quand je comprends la démarche, je l'entends, je ne peux que m'identifier à ça. Et après, quand on travaille avec des gens comme Dominique Coco, tu vois, on crée quelque chose, on pose une base. Et cette base-là, c'est une base de réflexion. Et les petits jeunes aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, les gars, ce qui a été posé par les grands frères, c'est vraiment le fait qu'au départ, il y a une musique qui s'appelle le Gros K, qui est la base. Et le Gros K, c'est issu d'une histoire spécifique dont on est issu. Il faut comprendre ce que c'est. C'est pas la musique des anciens, c'est une valeur patrimoniale importante. Il y a un ciment là. Donc, venez, découvrez. Tu sais, quand tu vois, Tironi a fait partie de l'expérience Urban K, où il y a eu les anciens et les plus jeunes qui se sont réunis, et ils ont chanté des morceaux du patrimoine du Gros K, et en même temps ils ont chanté, donc les anciens ont chanté avec les jeunes des trucs urbains, et les jeunes ont chanté avec les plus vieux des choses du patrimoine. Donc il y a quelque chose qui s'est créé. Tout ça, c'est quand on a commencé à bosser, on était dans cette énergie-là. Et aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est pas venez, mais bon, on va pas venir vers vous. À un moment donné, on a envie de venir vers vous, mais on a posé des choses, et là on va aller plus loin. Mais écoutez, là, avec l'énergie que vous avez, ce que vous avez posé, puisque vous êtes sur Trace Tropicale, vous avez des Hit Local Awards, vous avez tout ça, on est dans un espace régional spécifique qui est la Caraïbe francophone, Guadeloupe, Martinique. On n'est pas des Jamaïcains, on n'est pas des Trinidadiens, on n'est pas des Cubains, on a un truc précis, définissons-le, et à partir de ça, sincèrement, le monde nous est ouvert aussi, comme les autres. Mais on peut développer des choses où quand on ira au Japon, mais ils vont dire, mais c'est quoi ça? C'est pas Jamaïque, c'est pas Trinidad, voilà, c'est ça. Parce que les gars le vivent tous les jours. Quand tu as le carnaval, parce que c'est la période de carnaval, tu as le mas, je trouve inconcevable que les mecs n'aient pas encore utilisé le mas. En tant que musicien, le truc, il est là. Tout le monde descend dans la rue en masse. Il n'y a personne qui utilise le mas, mais vraiment dans une dimension musicale, mais fouillée, quoi. Quand tu écoutes Kassav, les mecs, ils ont dit, on a créé le zouk à partir du Mendé, et on peut créer d'autres rythmes à partir du Kaladja, du Lewos, du Tom Black.
Donc le truc, il est ouvert. Maintenant, il faut juste que les mecs soient conscients, qu'ils ne soient pas que sur le fric. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si tout le monde est sur le fric. D'accord, il faut le fric, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on pose. Et pour moi, c'est ce qui est important, quoi. C'est qu'est-ce qu'on pose. Donc j'ai envie de leur dire, les gars, retournez un peu, regardez à gauche. Il y a encore du travail à faire. Et là, vous êtes bien placés. Tu vois, je ne connais pas tous leurs noms. Tu vois, des fois, je regarde ce qui se passe. J'ai dit, vous êtes bien placés. Regardez un peu par là. Parce que là, si vous regardez par là, ça va aller encore peut-être même plus loin. Il y a des gens qui ont posé des choses, à aller les voir. Et en allant les voir, ils sont ouverts, ils ne vont pas vous dire ouais, machin. L'idée, c'est qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble, quoi. 1 + 1, c'est un truc nouveau. Et des fois, c'est vrai qu'on a peur de tu vois, quand tu disais tout à l'heure qu'on a peur, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on a peur d'aller vers l'autre. Il m'a envie de dire, ces bougas savent, tout est possible, tu vois, vraiment tout est possible. Tout est possible. Enfin, Monsieur Jean-Luc Stanislas, s'il vous plaît. C'est important. Et on va terminer sur cette parole, parce qu'on a notre rubrique Express Yourself. Et ben, tu vois, la parole, elle est tellement bonne sur Street Diamond qu'il faudra que je revienne une deuxième fois. Mais tu vois, il y a encore pas mal de choses à dire et nos cartouches sont encore remplies. On a encore plein de balles à tirer. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on en fasse une deuxième parce que c'était tout simplement trop bon. Et que il faut savoir que la jeune génération, l'ancienne génération, tout le monde peut aller les uns vers les autres. Faut arrêter ces trucs d'Instagram, ces trucs où on est tous bloqués. On peut aller les uns vers les autres. On peut tout simplement apprendre à se connaître, aller plus loin. C'est ce qui se faisait avant. Si ça se faisait pas assez avant, et bon, on doit le développer maintenant. Mais en tout cas, ça doit se faire. Monsieur Jean-Luc Stanislas, je te remercie d'être passé. Non, c'est moi, vraiment. C'est une équipe super sympa. C'est cool. Street Diamond, big ups. Street Diamond, vraiment. Merci beaucoup. Nous, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et tu reviens quand tu veux. On est obligé de faire une deuxième parce qu'il faut qu'on rentre dans le trafic d'infos. Il faut qu'on rentre dans tout ce que tu as fait avec le collectif 4KG. Mais on en profitera pour la prochaine fois. On garde nos cartouches. Il n'y a pas de problème. Ça marche, je te laisse aller te délecter. Et avant ça, vous savez quoi, on va parler de la rubrique S'Express Yourself. Et pendant 30 secondes, on va écouter le nouveau single de Rachel Allison en featuring avec Alec. Le titre s'appelle My Love.